Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 3 janvier à Kinshasa 7 militaires rwandais ainsi que 8 civils ressortissants de pays de la sous-région des Grands Lacs capturés lors de combats contre les rebelles de la FCM23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il s'agit de nouvelles preuves attestant l'agression de la RDC par le Rwanda, disent les autorités. À la une également de l'actualité, la reprise des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion de la FCM23 dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après des sources médiatiques et sécuritaires, les combats se sont intensifiés dans les territoires de Walikale au nord Kivu et d'Uvira dans le sud Kivu. Dans l'actualité également de ce samedi 3 janvier 2026, après 27 ans d'inactivité, le Bénin qui avait relancé en août 2025 la campagne de forage sur les champs pétroliers de Sem situés au large des côtes du pays devrait démarrer la production pétrolière avant fin 2025 pour renforcer les capacités du Bénin dans la production de l'or noir. Voilà tout pour les titres et bienvenue à 200. Vous êtes 2 milliers à nous suivre comme chaque jour. Vous êtes bien sûr sous Géopolis Télévision. Vous êtes bien, nous sommes à la deuxième livraison de l'année 2026. Je dis au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont présenté ce samedi 3 janvier à Kinshasa 7 militaires rwandais ainsi que 8 civils ressortissants de pays de la sous-région de Grand Lac capturés lors de combats contre les rebelles de la FCM23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il s'agit pour les autorités, bien sûr, de preuves supplémentaires attestant l'agression de la RDC par le Rwanda. Didier Lunga pour les détails. Les forces armées de la RDC ont présenté ce samedi 3 janvier 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région. Devant la presse, pour le commandant adjoint du service des commandements et d'information des FRDC, lieutenant-colonel Marc Azukai, l'arrestation de ce suspect prouve à suffisance la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira, se trouvant très loin de ces frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Ces révélations des FRDC prouvent combien Kigali est dans le non-respect des engagements pris dans le cadre des initiatives diplomatiques en cours. En dépit de la résolution 27 septembre du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord Washington du 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais. Signalons que le processus de Washington semble avoir connu une accélération sur le papier avec l'entérinement des accords par les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi pour la RDC et Paul Kagame pour le Rwanda. Les discussions de Doha aussi entre Kinshasa et la rébellion de la FCM23 soutenue par le Rwanda peinent à produire des avancées concrètes.
Je le disais au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo et les FC M23, la rébellion, continuent leur combat. Ce 3 janvier 2026, ils se sont affrontés dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu. De combats ont repris de l'aube entre les rebelles de la FC M23 et les forces armées de la RDC, appuyées par le groupe d'autodéfense Wazalendo dans la localité de Kilongo, à environ 3 km de Bouimba, dans les groupements Waloya, Yungu, situé dans le territoire de Walikale. Nous sommes au Nord Kivu. Selon des sources coutumières locales, les attaques ont débuté vers 5 heures du matin contre les positions des forces armées de la RDC. La même source affirme le même jour plutôt, des accrochages ont été signalés dans la région d'Ouvira. Nous sommes au sud Kivu, où des mouvements de groupes armés et des échanges, des tirs ont été rapportés dans les zones périphériques de la ville, provoquant des déplacements de population et des perturbations des activités locales. Les autorités militaires de la RDC affirment suivre la situation de près et réitèrent leur engagement à protéger les civils et à défendre l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte toujours tendu dans l'est du pays. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je le dis également, toujours l'Est de la RDC, en République démocratique du Congo, après les propos controversés de l'ex-porte-parole de la force congolaise, l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge, le gouvernement renforce le contrôle de la communication publique. Un mécanisme de concertation est désormais instauré pour encadrer toute prise de parole officielle, notamment sur les attentes, en tout cas les antennes les antennes plutôt de la radio-télévision nationale congolaise et d'autres canaux publics. C'était au cours de la réunion de conseil des ministres tenue autour du chef de l'État que ces décisions ont été prises. Regardez. Le gouvernement congolais resserre les règles de la communication officielle. Réuni vendredi 2 janvier 2026 en conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi a désapprouvé les propos tenus récemment par le général-major Sylvain Ekenge. Jugé contraire aux valeurs républicaines et à la cohésion nationale, le chef de l'État a salué sa suspension et les mesures disciplinaires engagées. Dans la foulée, il a ordonné la mise en place immédiate d'un mécanisme de concertation préalable pour engager toute communication officielle diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise et les autres canaux publics. Ces dispositifs associera la présidence de la République, la primature, l'état-major général des FARDC ainsi que la commission générale de la police nationale congolaise. Il aura pour mission d'harmoniser le message, de prévenir les dérapages et d'éviter toute parole susceptible d'alimenter les tensions communautaires. Pour les autorités, les enjeux est clair. La parole de l'État doit rester responsable, mesurée et rassembleuse, surtout dans un contexte sécuritaire marqué par les conflits persistants dans l'est du pays. Le président Félix Tshisekedi a rappelé que la communication publique engage la crédibilité de l'État et peut, selon son usage, soit renforcer l'unité nationale, soit fragiliser la stabilité du pays. Avec ces nouveaux cadres, le gouvernement entend professionnaliser davantage la communication institutionnelle et prévenir les crises. Au-delà du seul cas Ekenge, une réforme est présentée comme structurelle, destinée à s'inscrire durablement dans la gouvernance publique. Et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation générale du pays, spécialement en ce qui concerne le choléra. Le nombre de cas a accru de 914 à 1481 cas à travers le pays. C'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouya Katembwe, qui l'a dit lors de son compte-rendu de la réunion de conseil des ministres présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez cet extrait choisi par Didier Longa. Sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation générale du pays. Spécifiquement en ce qui concerne les choléra, le nombre de nouveaux cas a accru de 914 à 1381 cas suspects, dont 6 décès, soit une létalité de 0,4%, indiquant une tendance à la hausse à la 51e semaine épidémiologique. 126 nouveaux cas suspects, dont 2 décès, ont été rapportés à Kinshasa au cours de la même période. S'agissant du Mpox, le nombre de nouveaux cas suspects est resté stationnaire
de 231 à 232 à la 51e semaine, après la tendance baissière de notification, avec une réduction du nombre de cas positifs observés depuis quelques semaines. Le ministre de la Santé a rassuré de l'efficacité des dispositifs de riposte et des actions en cours dans l'objectif d'éradiquer ces épidémies. Une opération militaire américaine sans précédent au Venezuela a déclenché une crise internationale. Le président Nicolás Maduro et son épouse ont été déclarés capturés et exfiltrés par le président des États-Unis en personne Donald Trump après de frappes et explosions dans la capitale Caracas. Retour sur cette escalade qui ravive le débat autour de la souveraineté et du droit international. Ce 3 janvier 2026, les États-Unis ont annoncé une action militaire de grande ampleur au Venezuela, marquant une des interventions les plus directes de Washington en Amérique latine depuis des décennies. Selon le président américain Donald Trump, les forces américaines ont non seulement mené des frappes, mais aussi capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme avant de les exfiltrer hors du pays. Plusieurs explosions ont été donc entendues tôt dans la matinée à Caracas, la capitale, notamment près de bases militaires et de zones stratégiques. Des vidéos et témoignages font état d'hélicoptères et de mouvements de troupes, tandis que Caracas et d'autres centres urbains ont connu de perturbations et des coupures d'électricité. Le gouvernement vénézuélien, qui a décrété l'état d'urgence, a qualifié cette opération de très grave agression militaire, dénonçant une violation flagrante de sa souveraineté nationale. Plusieurs pays, dont la Colombie, le Cuba, l'Iran et la Russie, ont condamné l'intervention américaine et exigé le respect du droit international. Washington justifie cette action par des accusations de narcotrafic et de terrorisme adressées à Maduro, déjà inculpé par la justice américaine. Les autorités américaines affirment que le président vénézuélien doit être traduit devant les tribunaux pour répondre de ces charges. Cette opération militaire se déroule alors que les tensions entre les deux pays s'intensifient depuis des mois, avec des mesures de pression croissantes, de saisie des pétroliers et une présence navale américaine accrue dans la région. À Caracas, l'armée vénézuélienne a appelé à la mobilisation nationale, tandis que la population vit dans l'insécurité. L'avenir politique du Venezuela et les répercussions diplomatiques de cette intervention restent largement imprévisibles, avec deux appels internationaux pour une désescalade et le respect des principes de la Charte des Nations Unies. Restons au Venezuela, en Amérique latine. Vous continuez à parler de cette situation et comment comprendre cette arrestation du président Maduro, qui était un président en fonction sous l'angle géopolitique et stratégique. Nous avons joint Jean-Marie Lessé, spécialiste de relations internationales. Il nous donne justement la lecture qu'il en fait de ce fait, justement. Un trafic de drogue international et une opération de narcoterrorisme. Et aussi pour une conspiration en lien avec l'importation de drogue aux États-Unis. Les États-Unis avaient même offert une récompense de 50 millions de dollars à l'époque pour toute information les menant à la capture de Maduro. Alors, cette opération rentre donc dans la ligne droite des États-Unis vis-à-vis du pouvoir de Maduro, où les États-Unis considèrent la réélection de Maduro en 2024 comme non légitime, estimant que les élections avaient été truquées ou entachées de graves irrégularités. Vous savez, les États-Unis justifient cette opération comme une action légale contre un dirigeant accusé de crimes graves. Stratégiquement, cette opération s'inscrit dans une longue confrontation politique et diplomatique, comme je l'ai dit là, entre Washington et Caracas, alimentée par des accusations d'autoritarisme, de sanctions et un refus d'accepter les résultats électoraux, comme je l'avais dit. Alors, sur le plan international, l'opération est extrêmement controversée car elle implique une action militaire directe contre un chef d'État étranger, ce qui soulève des questions de droit international et de souveraineté. Alors, votre question, c'est laquelle?
C'est ce que moi je trouve aujourd'hui l'explication à donner à cette arrestation comme étant une nouvelle ère qui s'ouvre où la puissance militaire commence à avoir prépondérance sur les droits internationaux. Voilà ma lecture sur ce qui vient de se passer. Et bien avant les Venezuela, il y avait des cas similaires qui ont été rapportés à travers le monde avec bien entendu de particularités. C'est ce que tente de démontrer dans cet élément Didier Lunga qui a rendu cet élément de la rédaction. L'arrestation annoncée d'un président en exercice n'est jamais anodine. Elle bouleverse l'ordre international. Le cas de Nicolas Maduro n'est pas totalement inédit, mais il est extrêmement rare. Premier précédent, Manuel Noriega au Panama en 1999. Les États-Unis l'avaient capturé lors d'une intervention militaire au nom de la sécurité et de la lutte contre la narcotrafic. Deuxième cas, Saddam Hussein en Irak après une guerre totale et la chute de son régime. Troisième exemple, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Une arrestation dans le cadre d'une crise post-électorale avec un soutien international. La différence avec Maduro est majeure. Le Venezuela n'est pas en guerre déclarée et il n'existe pas de mandat international clair. En droit, un président en exercice bénéficie de l'immunité. En réalité, la géopolitique fonctionne au rapport des forces. Le cas de Maduro pose donc une question centrale. Si un chef d'État peut être arrêté hors de tout cadre collectif, alors la souveraineté devient relative. Aujourd'hui, le Venezuela, demain, potentiellement d'autres États. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation au Venezuela, une situation évolutive certainement que nous allons revenir dans nos prochaines éditions avec d'autres détails. On parle de sport cette fois-ci. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive. Après une phase de groupe intense et riche en rebondissements, place cette fois-ci au 8e de finale avec des affiches prometteuse prévue du samedi 3 au 6 janvier 2026 dans plusieurs stades du royaume chérifien, dont le match Algérie-République démocratique du Congo. Daniela Kalala pour le commentaire. Les grandes nations du football africain seront au rendez-vous pour décrocher leur billet pour le quart de finale. Le 8e de finale débuteront samedi avec deux rencontres très attendues. Le Sénégal affrontera le Soudan à partir de 17h au grand stade de Tanger. En soirée, le Mali croisera le fer avec la Tunisie à 20h juste au complexe Mohamed V de Casablanca. Le lendemain, les regards seront tournés vers Rabat où les Lions de l'Atlas affronteront la Tanzanie à 17h au complexe Moulay Abdellah. À 20h juste, l'Afrique du Sud sera opposée au Cameroun au stade Al-Madina de Rabat dans un choc entre deux sélections habituées aux grandes compétitions. La journée de lundi débutera à 17h avec la confrontation entre l'Égypte et le Bénin au grand stade d'Agadir. Les Pharaons viseront une qualification sans encombre. En soirée, le Nigeria défiera le Mozambique à 20h juste au grand stade de Fès. Le 8e de finale s'achèveront mardi avec deux affiches de prestige. L'Algérie affrontera la RDC à 17h au stade de Moulay El Hassan de Rabat dans un duel très disputé. Enfin, la Côte d'Ivoire et les Burkina Faso s'expliqueront à 20h au grand stade de Marrakech pour conclure cette phase à élimination directe. Et la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est également vécue en dehors de terrain et stade du royaume chérifien. Si cette compétition attire des stars et célébrités du monde entier, elle permet également de découvrir des incroyables talents. Blaise Kouzola pour le reportage. Le sélectionneur de l'Algérie domine très largement ses classements. Ancien entraîneur de Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic serait le seul technicien de cette CAN à percevoir un salaire annuel supérieur à 1 million d'euros hors prime. Sa rémunération mensuelle est estimée à 135 000 euros, soit environ 88,5 millions de francs CFA, un montant presque 2 fois supérieur à celui de ses proches poursuivants. Derrière Petkovic, on retrouve Hugo Bross, sélectionneur de l'Afrique du Sud, et Hermès Faé à la tête de la Côte d'Ivoire. Les deux techniciens percevraient environ 75 000 euros mensuels, soit environ 49,2 millions de francs CFA. Pour Hermès Faé, cette rémunération symbolise la reconnaissance
reconnaissance de son parcours exceptionnel, lui qui avait conduit les éléphants au sacre continental après avoir débuté la compétition comme adjoint. Au pied du podium figure Walid Regragui. Le sélectionneur du Maroc toucherait environ 70 000 € par mois, soit près de 45,9 millions de francs CFA. Dans la tranche intermédiaire, James Kwesi Appiah, à la tête du Soudan, percevrait environ 48 millions d'euros mensuels, tandis que Eric Shell, sélectionneur du Nigeria, serait rémunéré à la hauteur de 46 000 €. Chez les techniciens français, les situations diffèrent. Le salaire actuel de Patrice Baumel avec l'Angola n'est pas précisément connu, mais lors de son passage en Côte d'Ivoire, il avoisinait les 30 000 € mensuels. De son côté, Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo, percevrait environ 42 000 € par mois, les plaçant dans la première moitié du classement. Dans la seconde partie du tableau, figurent plusieurs sélectionneurs aux revenus plus modestes. Oussam Hassan toucherait environ 30 000 € mensuels, tandis que Gernon Rohr, à la tête du Bénin, percevrait près de 25 000 €. Les sélectionneurs du Sénégal, Pape Thio, figurent parmi les rémunérations les plus basses de la compétition avec un salaire mensuel estimé à 20 000 €, un montant similaire à celui de Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali. En bas du classement, Sami Trabelsi de la Tunisie percevrait environ 15 000 €, tandis que Brahma Traoré, à la tête du Soudan, fermerait la marche avec 10 000 € mensuels. Ces écarts de rémunération illustrent une réalité persistante du football africain. À la CAN, toutes les sélections ne partent pas avec le même moyen, même sur le banc de touche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de ce samedi. Mais avant de boucler complètement, nous voici à notre traditionnelle page internationale qui va nous amener au Bénin et au Nigeria. Et après 27 ans d'inactivité, le Bénin avait relancé en août 2025 la campagne de forage sur les champs pétroliers de Sème, situés au large des côtes du pays. Selon les prévisions de parties prenantes, la production pétrolière sur les sites devrait démarrer, en tout cas incessamment, ce qui tente de dire Daniela Kalala dans ce commentaire. Le démarrage attendu de la production pétrolière sur les champs de Sémé au large du Bénin ne se fera pas dans les délais initialement envisagés. Des difficultés techniques ont affecté l'exécution des opérations de forage sur les sites. La campagne de forage lancée en août 2025, censée permettre une reprise de production avant la fin de l'année, a été ralentie par des contraintes techniques liées notamment aux performances des équipements mobilisés et aux conditions d'exécution de travaux, selon la presse spécialisée. Les causes précises de ces difficultés n'ont pas été détaillées publiquement, mais elles sont jugées suffisantes pour justifier un report du démarrage de la production commerciale. Découvert à la fin de l'année 1960 par la compagnie Union Oil, le champ de Sémé a été par la suite développé par la société norvégienne Saga Petroleum et a produit environ 22 millions de barils entre 1982 et 1998, avant l'arrêt des opérations dans un contexte de baisse de prix du pétrole. Après plus de 2 décennies d'inactivité, le site fait aujourd'hui l'objet d'un projet de redéveloppement visant à relancer la production. Les schémas de développement prévoient le forage de 3 puits, dont 2 puits horizontaux de production et un puits d'évaluation, ainsi que l'installation d'une unité mobile de production offshore, MOPU, et d'une unité de stockage et de déchargement flottante. La production cible était estimée entre 15 000 et 16 000 barils par jour avant que les difficultés techniques rencontrées ne viennent retarder le calendrier final. À ce stade, ni l'opérateur ni les autorités béninoises n'ont communiqué de nouvelles échéances pour le démarrage de la production. La poursuite du projet reste conditionnée à la résolution de contraintes techniques identifiées et à l'avancement effectif des opérations de forage. Voilà pour le Bénin. Cette fois-ci, le Nigeria, pour la première fois depuis 2012, le Naira nigérian a terminé 2025 en hausse à 1429 Naira pour $1 américain, un rebond attribué aux réformes de la Banque centrale nigériane après 13 années de dépréciation continue. Daniela Kalala. Au Nigeria,
Le Naira a achevé l'année 2025 sur une note positive, une première depuis plus d'une décennie. La monnaie nigériane a clôturé le 31 décembre à 1429 Naira pour $1, enregistrant une appréciation annuelle de 7,4% selon les données officielles de la Central Bank of Niger. Il s'agit de la première hausse annuelle du Naira depuis 2012, après 13 années consécutives de dépréciation marquées par des pénuries de devises, une forte dépendance aux importations et des déséquilibres persistants sur le marché de change. L'année 2025 n'a pourtant pas été linéaire. La devise a connu de fortes turbulences au premier semestre, atteignant son point le plus bas en avril, autour de 1602 Naira pour $1. Inflation élevée, demande soutenue des devises et retard dans les entrées des capitaux ont alors pesé lourdement sur la monnaie. Un redressement progressif s'est toutefois amorcé à partir de mai avant de s'accélérer au dernier trimestre. Septembre marque un tournant avec un retour durable du Naira sur le seuil de 1500 pour $1. Après une légère consolidation en novembre, la devise a regagné du terrain en décembre pour terminer l'année à son plus haut niveau depuis 12 mois. Dans le même temps, l'institution table sur une accélération de la croissance économique avec un produit intérieur brut attendu en hausse d'environ 4,49% en 2026, un scénario qui repose sur la poursuite des réformes, l'amélioration des entrées des devises et un environnement macroéconomique plus stable. À défaut de résultats durables sur ces fronts, préviennent toutefois les analystes, la monnaie nigériane pourrait rester exposée à de nouvelles périodes de volatilité. Et ce journal est complètement terminé. Je vous rappelle les principales articulations. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 3 janvier 2026 à Kinshasa 7 militaires rwandais ainsi que 8 civils ressortissants de pays de la sous-région des Grands Lacs capturés dans le combat contre les rebelles de l'AFC-M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Il s'agit pour les autorités de nouvelles preuves attestant l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo. Au sommaire également, nous avons parlé des affrontements entre la force loyaliste et les rebelles de l'AFC-M23 dans l'est de la RDC. Toujours d'après des sources militaires et médiatiques, les combats se sont intensifiés ce samedi dans les territoires de Walikale au nord Kivu et d'Ouvira dans le sud de Kivu. Dans l'actualité également de ce samedi 3 janvier, après 27 ans d'inactivité, le Bénin qui avait relancé en août 2025 la campagne de forage sur les champs pétroliers de Sem situés au large des côtes du pays démarre la production pétrolière avant fin 2026 pour renforcer les capacités du pays dans la production de l'or noir. Voilà tout pour le sommaire que vous avez suivi. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous le présenter. À très bientôt. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite